Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et comme chaque vendredi, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes qui, semaine après semaine, grâce à vous, se développe, se diffuse sur les plateformes. Vous êtes nombreux à rejoindre l'aventure du podcast par vos écoutes, par vos abonnements sur ces différentes plateformes qui permettent la diffusion des émissions. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer un épisode où on va un petit peu moins parler de séances, de plans d'entraînement. Pas de débat sur la performance. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de bien plus essentiel, à savoir la santé. Il y a quelques semaines, Bruno, qui intervient dans cette capsule L'œil du coach, a vécu un moment qu'aucun coureur n'imagine. Un problème cardiaque totalement invisible, avec aucun signe, aucune alerte, rien. Et pourtant, Bruno, sportif depuis toujours, avec une hygiène de vie irréprochable, pensait, comme beaucoup d'entre nous, être à l'abri. Dans cet épisode, il se livre sur cet accident de la vie à cœur ouvert, sur le choc que ça a été, sur sa prise de conscience et surtout ce que ça change aujourd'hui quand tout peut basculer sans prévenir. Son témoignage, c'est avant tout un message de prévention nécessaire et qui, si vous pouvez le transmettre à d'autres personnes qui parfois se pensent être à l'abri, vous aurez fait une grosse partie du travail. Clin d'œil également à Anthony Costa qui, lors de son passage sur le podcast pour parler de ses pathologies cardiaques, nous avait rappelé ces 10 commandements des cardiologues du sport que je vous invite à aller consulter, voire même à afficher, que ce soit chez vous ou dans votre club de course à pied. Mais avant de vous laisser profiter de cet épisode, j'avais une petite annonce à vous faire passer, puisque j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que cette capsule L'œil du coach est désormais sponsorisée par iDo Sport. J'avais pour mon suivi sportif, pour l'organisation des séances au sein de l'association et pour les athlètes que j'accompagne dans leur planification de l'entraînement, besoin d'un outil simple et fiable. Et j'utilise donc l'application iDo Sport. C'est une solution de gestion et de planification des entraînements conçue par des athlètes de haut niveau en la personne de Charlotte Morel et Fred Belaubre, tous les deux triathlètes professionnels. Alors que vous soyez entraîneur, coureur, triathlète ou responsable d'un club ou d'une association sportive, iDo permet de planifier, suivre et structurer les entraînements au quotidien. Donc cet outil, vous pouvez le retrouver et le découvrir sur idosport.app, c'est un outil pensé par des sportifs pour les sportifs. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de cet épisode capsule L'œil du coach avec Bruno, dans laquelle il revient à cœur ouvert sur ce petit incident de santé avec bien évidemment un message de prévention. Donc prenez soin de vous et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, je suis ravi de te retrouver derrière ce micro pour un nouvel épisode de L'œil du coach avec une tournure un petit peu plus personnelle, introspective, avec aujourd'hui une problématique que tu as voulu livrer aux auditeurs. Et ma première question, le comment ça va, il va prendre tout son sens pour la suite de l'épisode. Écoute, ça va bien même, donc non, ça va, je suis en forme, il fait beau, à l'heure où on enregistre, la forme est plutôt bonne, donc ça va. Alors Bruno,
On a discuté ensemble en off pour mener le sujet de cet épisode, puisqu'il y a quelques semaines, tu as rencontré un petit incident de santé que tu ne soupçonnais pas. Toi, grand sportif, marathonien, sans bornard, qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut dresser un tableau quand même aujourd'hui plutôt optimiste aux auditeurs? Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir mon cardiologue. Alors, comme beaucoup de professionnels de santé, je fais en sorte de choisir les gens qui prennent soin de ma santé qui ont un profil sportif, et encore mieux quand c'est coureur à pied. Donc, comme dans ces capsules, on essaye de faire passer les messages, c'est ce que je recommande de faire. Tournez-vous vers des professionnels de santé qui sont eux-mêmes sportifs, qui pratiquent, qui seront mieux à même de comprendre nos problématiques de sportifs. Et donc, je suis allé le voir parce que mon frère, qui est lui aussi sportif, avait rencontré des problèmes de santé au niveau cardiaque. On lui avait découvert des calcifications coronariennes. Et donc, quand il est allé voir le médecin, un peu tardivement parce que la détection ne s'est pas forcément bien faite, on a dû lui poser en urgence des stents puisque certaines de ses artères étaient bouchées à 90%. Donc, on a échangé avec mon grand frère, il a 10 ans de plus que moi, et il me disait, il y a forcément une grande partie d'hérédité dans tout ça, puisque lui est sportif, fait plutôt attention à sa santé. Et donc, voilà, Bruno, peut-être qu'il faudrait que tu as de ton côté, que tu consultes. Et moi, bien sûr, je me pensais à l'abri de tout ça. Sportif de haut niveau, depuis mon plus jeune âge, une bonne hygiène de vie, en tout cas, je le croyais. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps avant d'aller voir mon cardiologue. Et puis, quand je suis allé le voir par acquis de conscience, par prudence, c'est quelqu'un de très prudent. Je le salue d'ailleurs, s'il écoute cette émission. Il m'a demandé de faire ce qu'on appelle un score calcique. Donc, le score calcique, c'est un scanner du thorax qui mesure la calcification donc des artères. Et là, le résultat a été stupéfiant. J'avais un score calcique très, très, très élevé. Donc, ça va de 0 à 1000. Mais quand on est à 1000, on est vraiment en très, très mauvaise santé. J'avais un score calcique à 1000. Donc, un peu panique à bord du côté du cardiologue qui me demande de revenir chez lui en urgence. On refait des examens. Tout va plutôt bien sur les examens qu'on fait, c'est-à-dire des échographies, de l'aorte, des artères jugulaires, etc., etc. Mais donc, vu le score calcique très, très, très élevé, il me prescrit une coronarographie. Donc la coronarographie, c'est une caméra qu'on introduit par une artère, par une veine, située au niveau du poignet, et qui va vérifier donc l'état de calcification des artères. Et là, la coronarographie confirme que certaines de mes artères sont obstruées, aux environs de 50%, et que donc il faut me poser un stent. Donc le stent, c'est ce petit appareil, c'est comme un ressort qui va écarter l'artère pour la rendre plus large, hein, puisqu'elle se bouche, elle se rétrécit, et qui va aussi comprimer les parties, les athéraux, enfin ces plaques qui réduisent en fait la largeur de l'artère. Est-ce que ça a été un choc pour toi, Bruno, quand il t'a annoncé que certaines de tes artères coronaires étaient bouchées? Toi qui, comme tu l'as dit, as une hygiène de vie, tu fais attention à ce que tu manges, tu es sportif depuis ta plus tendre enfance. Là, on venait de dire que tu avais limite un état cardiaque de quelqu'un de sédentaire qui consomme de la malbouffe toute la journée. C'est ça, quelqu'un de sédentaire qui consomme de la malbouffe toute la journée, qui ne fait pas l'activité physique. Donc j'avais vraiment le tableau de quelqu'un qui ne me correspondait pas du tout. C'était tellement énorme d'ailleurs que je me suis dit il y a une erreur. Il y a une erreur sur le score calcique. Ils se sont trompés quelque part. Voilà, la médecine c'est pas une science exacte. Donc forcément, dans un premier temps, je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver à moi. Je ne peux pas avoir des artères bouchées. Je ne vois pas comment je pourrais avoir des artères bouchées. J'ai un taux de cholestérol qui est en dessous de 1, 0,9. Donc pas de cholestérol, enfin un taux de LDL puisqu'il y a le mauvais cholestérol ou le bon cholestérol. Alors il paraît que c'est pas comme ça qu'il faut dire, mais bon, peu importe. Mon taux de LDL était très bas, 0,9 à mon âge, 65 ans à l'époque, 66 maintenant. Donc voilà, c'était un tableau qui était incroyable et incompréhensible. Dans les semaines qui ont précédé ces examens, est-ce que tu as ressenti des signes qui auraient pu faire penser à
cette obstruction des artères et coronaires ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout, aucun signe, rien du tout. Et c'est peut-être justement le message qu'on pourrait faire passer, puisque le but c'est pas que je raconte ma vie, mais que je témoigne pour que ça serve à d'autres personnes. Peut-être que voilà, on peut être on peut avoir une maladie, on peut avoir des signes qui sont inquiétants, alors que en extérieur, moi je ne ressentais rien, hein. Je m'entraînais normalement, j'avais fait un 10 km quelques semaines auparavant. Alors bien sûr, je suis plus à fond comme je l'étais avant, mais j'ai quand même donné le maximum de ce que je pouvais donner. Donc aucun signe avant-coureur. Donc les signes avant-coureurs, bien sûr, il faut les prendre en compte, mais parfois il peut ne pas y en avoir. Et je reviens à mon frère qui lui avait une artère-bouche à 90%. La veille, il était dans son col favori, dans les Spigouliers, en train de monter le col à fond des manivelles, hein. Donc là, il aurait pu peut-être s'arrêter sur le bord de la route sans même que l'on soupçonne cette pathologie et cette artère complètement obstruée. Donc, d'où l'intérêt, et c'est le message un petit peu de cet épisode. Comme tu l'as dit, tu souhaites pas forcément te mettre en avant et t'es pas quelqu'un qui a cette volonté de briller, mais au moins pour transmettre un message, il y a ce côté prévention dans cet épisode. Et pour te connaître un petit peu, Bruno, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille ensemble sur le podcast. On échangeait dans la semaine qui a précédé justement l'annonce de cette pathologie cardiaque à propos de figures de sport. Et le dernier message que tu m'avais envoyé, ce vocal, je sentais le ton de ta voix qui n'était pas habituel. Beaucoup d'inquiétude et il y avait quand même beaucoup de doutes dans ta voix. Est-ce que ça a été vite balayé, rassuré par la prise en charge du médecin, ou est-ce que quand même tu as eu le temps de cogiter à peut-être une vie qui s'arrête? On est quand même sur des pathologies sérieuses, graves au niveau cardiaque. Est-ce qu'il y a des choses qui sont passées dans ta tête à ce moment-là? En fait, souvent, ce qui se passe dans des moments de rupture dans nos vies, hein, des ruptures au sens large, il y a toujours un premier moment qui est un moment de sidération, on comprend pas ce qui se passe, et puis après, petit à petit, on commence à accepter, à comprendre, et puis après, on essaye d'aller de l'avant. Moi, c'est arrivé très vite, c'est-à-dire que je suis allé voir mon cardiologue le mardi, le 3 jours après, je faisais la coronarographie parce que j'ai la chance d'être connu sur Reims et donc très vite j'ai été pris en charge par des personnes ultra compétentes. Donc j'ai eu cette chance d'être pris en charge très vite. Et puis l'opération s'est quasiment déroulée dans la foulée, si j'ose dire. Donc tout ça s'est passé en même pas 2 semaines. Donc le temps de comprendre ce qui m'arrivait et d'être opéré, j'ai pratiquement pas eu le temps de dire ouf, ça s'est passé à une vitesse folle. J'ai même pas eu le temps ou peu d'avoir peur, parce que dans ces cas-là, la médecine vous met quand même en garde. Et bon, il s'agit quand même de choses graves. C'est d'un cœur qu'il s'agit, qui pourrait s'arrêter de battre. Donc ça fait peur, mais j'ai pas eu le temps de réagir et de comprendre, en fait. Et c'est peut-être ce qui est bien pour moi, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Tout ça s'est passé très très vite. Est-ce que tu ressens aujourd'hui ce corps étranger au niveau cardiaque? Est-ce que tu le perçois dans ta vie au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose, ce stent, qui est invasif, ou finalement est-ce que c'est quand même indolore là après quelques jours, quelques semaines de l'opération? Bon, on va être, je crois qu'on est, oui, on est, je vérifie la date, on est un mois jour pour jour après l'opération, c'était le 19 février. Non, je ne ressens absolument rien, mais je n'ai rien senti avant, je n'ai quasiment rien senti pendant, et je n'ai rien senti après. Moi, j'ai toujours été en forme, j'ai toujours été bien, à part psychologiquement où je me mettais des freins et où je savais qu'il ne fallait pas que j'exagère. Dans les jours qui ont précédé la pose du stent, évidemment, j'ai réduit l'activité physique. Dans les jours qui ont précédé le stent, j'ai réduit l'activité physique, mais alors peut-être que je vais me faire taper sur les doigts. 3 jours après la pose du stent, j'étais déjà sur mon home trainer à essayer de ne pas dépasser les 100 pulsations minutes, et 5 jours après, j'avais déjà repris le footing. Donc très très vite, je suis passé à autre chose, et très très vite, je me suis projeté dans la suite. Mais c'est vrai que là, aucune douleur, aucun sentiment de gêne, vraiment, j'ai rien senti du début à la fin. Tu dois être quand même un patient un petit peu particulier dans ces pathologies cardiaques au réveil. Est-ce que les gens étaient aussi en forme que tu l'étais
parce que sportif de haut niveau, parce que capacité à récupérer, à avoir ce cœur qui travaille sur l'endurance. Est-ce que tu te sentais à ta place ou est-ce que tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là finalement? Pourquoi je suis en salle de réveil avec des personnes qui sont peut-être avec un état de santé beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus grave et qui n'ont peut-être pas ton passif et ta capacité de sportif? C'est exactement ça. En fait, j'étais dans la salle de réveil. Moi, je pétais le feu. Je me sentais en pleine forme. Et donc, voilà, le protocole médical, il est le même pour tous les patients. On m'a gardé quasiment 1h30, 2 heures en salle de réveil. Et moi, je m'impatientais. Je me demandais ce que je faisais là. Mais je regardais autour de moi et je voyais effectivement des gens qui avaient du mal à se réveiller, qui n'étaient pas en très bonne forme. Et plutôt que de me plaindre en me disant, mais je veux rentrer dans ma chambre, je veux m'en aller, je me disais, mais t'as de la chance. En fait, le sport te permet d'être en forme. Le sport te permet de mieux appréhender tous ces événements. Et quand je voyais tous ces patients à côté de moi dans les lits, dans des états qui étaient parfois très inquiétants, très angoissants, il y a eu des réveils que j'ai vus autour de moi qui étaient impressionnants, douloureux. Et donc, je me disais que j'avais de la chance et qu'en fait, le fait d'avoir fait de l'activité physique me permettait d'être en forme, même dans une situation d'opération. Et donc, j'ai remercié le ciel de m'avoir permis d'avoir cette condition physique et cette aptitude aussi peut-être à surmonter les difficultés. Dans le protocole de récupération, qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé? Parce que tu dis, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, maintenant, ils le savent, que 3 jours après, tu étais sur ton home trainer. Qu'est-ce qu'ils t'avaient recommandé? Quel était le plan de marche pour que tu puisses retrouver petit à petit le chemin d'une activité physique quasiment normale? Je me suis déjà fait taper sur les doigts à l'hôpital parce que quelques minutes après l'opération, moi je voulais descendre en bas pour aller acheter une boisson ou un truc comme ça au distributeur et quand les infirmières m'ont vu partir et descendre, ils m'ont dit mais monsieur vous allez où? Je vais au distributeur en bas, je vais acheter une boisson, j'ai soif. Mais non monsieur, faut pas bouger, faut rester dans votre chambre, vous êtes sous contrôle. Non, c'est interdit. Donc oui, je pense que déjà là, ils se sont demandé ce que je faisais là et c'était pas commun et c'était pas normal. Moi, je me sentais parfaitement en forme. Et puis après, le médecin qui n'était pas un cardiologue, qui est venu me voir pour me dire que je pouvais quitter l'hôpital, m'a dit monsieur, faut pas dépasser les 100 pulsations minutes. Là, donc pendant une semaine, vous allez être au repos et puis après, vous reprendrez la marche tranquillement. Ne dépassez pas les 100 pulsations minutes. Et puis, soyez prudents, etc., etc. Et je l'ai regardé et je lui ai répondu mais moi, 100 pulsations minutes, je suis sur mon home trainer et je pédale. Non, pas de sport, pas d'activité sportive. Non, surtout pas. N'en faites pas. Et je crois que les médecins ne sont pas formés pour ça, sont un peu démunis et on m'a traité comme un patient lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui dans mon cas ou dans le cas de gens qui ont des stents et qui ne sont pas en forme, vont monter les escaliers, vont être essoufflés et vont être à 100 pulsations minutes. Mais moi, dans la salle de réveil, je battais entre 45 et 55 pulsations. J'avais déjà le cœur mon cœur battait aussi lentement qu'avant la pose du stent. Donc ça, c'est encore un autre message qu'on peut faire passer à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que l'activité physique, c'est plus qu'un médicament, c'est vraiment quelque chose qui nous prémunit, qui nous aide dans tous ces problèmes de santé qu'on peut avoir. J'ai vraiment senti la différence. Et est-ce que si tu t'étais adressé à un cardiologue du sport, et je fais un clin d'œil à notre cardiologue du sport, Anthony Costa, qui était passé par le podcast il y a quelques semaines, est-ce qu'il aurait été peut-être différent de ce protocole de réadaptation fonctionnelle et de ne pas te considérer comme un patient lambda? Alors, le médecin qui m'a opéré est un médecin qui a fait du triathlon. Il est maintenant moins sportif qu'il ne l'a été, mais néanmoins, c'est quelqu'un de sportif. Donc lui, il m'a dit, monsieur Huby, reprenez tranquillement, il va falloir entre 3 et 6 mois pour que le stent soit accepté par votre organisme. Voilà. En rigolant, il m'a dit, ne refaites pas de VMA la semaine prochaine. Mais après, ça n'a pas été plus précis que ça. Et le cardiologue qui a découvert la pathologie, donc qui est quelqu'un que je connais bien, qui est un ami, pas celui qui a opéré, mais celui qui a découvert la pathologie, il m'a dit, écoute Bruno, tu te connais bien, donc écoute ton corps, fais attention, reprends très progressivement. C'est pas moi qui vais te donner un programme d'entraînement, tu sais très bien comment faut faire. Vas-y en douceur et écoute ton corps. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de cas comme moi. Je pense, puisque ça arrive à peu près en même temps, au biathlète Giacomel, l'Italien, qu'on a vu quasiment s'effondrer alors qu'il est en tête des Jeux Olympiques.
on le voit s'arrêter, on le voit être épuisé et arrêter de skier. Giacomel, c'est un jeune, il est en pleine forme et il avait une pathologie cardiaque. Je ne sais pas comment se passe sa rééducation, mais des gens comme ça, les cardiologues, ils n'en voient quasiment jamais. C'est des cas qui sont très très rares et le mien aussi. Je pense que ils sont pas habitués à ça et on les forme pas pour ça non plus. Et en échangeant avec ton ami cardiologue, il te l'a dit que clairement c'était le sport qui te prémunissait et qui aujourd'hui était ton médicament pour garder la forme et se remettre de cette opération qui est la pose du stent. Oui, complètement. Après, Jean, il me connaît bien, il sait que c'est difficile que je tienne en place. Donc, à certains moments, je pense qu'il a essayé de me faire un peu peur en me disant vraiment d'y aller doucement, parce qu'il savait de quoi j'étais capable. Mais clairement, il m'a dit, si tu n'avais pas fait l'activité physique, peut-être qu'à 45-50 ans, tu aurais fait un infarctus et tu serais mort. Parce que j'ai un terrain, visiblement, qui favorise ça. Après, j'ai eu le privilège aussi d'échanger avec François Carré, qui est la référence pour moi des cardiologues en France, qui m'a expliqué qu'aussi les sports de très longue distance ont tendance à favoriser un peu pas cette détérioration des artères, mais le fait que les artères, alors je vais mal l'exprimer parce que c'est pas mon métier, je suis pas compétent sur le sujet, mais voilà, que les artères sont un peu, j'allais dire, altérées. Elles sont moins souples, elles sont plus. Les sports de très très longue distance, comme je les ai pratiqués moi presque à outrance, ont aussi des impacts sur le fonctionnement des artères. Pas forcément délétères, mais ça change les paramètres. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça mériterait de creuser le sujet et de faire appel. Donc Anthony, si tu écoutes le podcast comme tu le fais, je pense, chaque semaine lors de tes sorties matinales du côté de Grenoble, envoie-nous un petit message pour confirmer ou qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que durant toute ta carrière, est-ce que tu avais un suivi au niveau cardiaque en dehors des électros et des petites choses comme ça qui sont, on va dire, le tout venant du suivi du sportif? Est-ce qu'il y avait eu des explorations un petit peu plus poussées ou est-ce que ça ne se faisait pas à l'époque où tu étais encore avec le maillot tricolore? Non, ça ne se faisait pas. Ce n'était que des initiatives personnelles. Donc, à 60 ans, par exemple, j'ai fait un bilan, mais on m'a posé les électrodes. Je suis monté sur un vélo, mais sur un vélo, déjà, c'est pas la même chose qu'en course à pied. Et puis, alors là, je suis une fois de plus, mais bon, peut-être qu'Anthony pourra nous préciser tout ça, si on fait une émission là-dessus. Moi, quand je suis allé voir mon cardiologue avant le score calcique et avant tous ces examens, j'ai fait il m'a fait faire des échographies. Tout était pratiquement au vert. Il m'a dit, ouais, il y a un petit bruit, j'entends un petit bruit, mais c'est probablement ton cœur de sportif. Donc même des échographies assez poussées n'ont pas montré de signes particuliers. Les électrocardiogrammes d'efforts que j'ai fait avant, à 60 ans, n'avaient rien montré non plus. Donc là encore, je pense que le message qu'on peut faire passer, c'est que la prévention, c'est hyper important et aller voir son cardiologue quand on a des facteurs de risque, quand on a des antécédents familiaux, quand on fait beaucoup de sport ou quand on fait beaucoup de sport de longue distance, ça peut être quelque chose qui peut nous sauver, la vie, pardon. Je fais un lapsus parce que je pense au score calcique, donc qui est quelque chose d'assez nouveau, si j'ai bien compris, dans la cardiologie, et ce score calcique, donc qui mesure les calcifications. Alors bien sûr, on va pas en faire à tour de bras, la sécurité sociale est un peu mal en point, mais c'est un examen qui détermine assez vite, qui n'est pas très invasif et qui détermine assez vite l'état de calcification qu'on peut avoir. Donc je crois que la prudence, consulter, même si on pense qu'on est à l'abri, c'est très important. Et hélas, j'ai des tas d'exemples de gens que je connais et qui ont fait des infarctus et on en connaît et on en voit souvent. Donc la prévention à ce niveau-là, pour moi, elle est hyper importante. Ne pas croire qu'on est à l'abri de tout ça, comme je le croyais, et ne pas hésiter à consulter et à anticiper si on a des antécédents familiaux. Ça, c'est très important. Donc là, aujourd'hui, tu remercies ton frère d'avoir détecté finalement cette pathologie et de t'avoir incité à aller consulter pour faire un bilan, justement. Clairement, même si je suis un sale gosse et que j'ai mis beaucoup de temps avant d'y aller, mais il y avait quand même une petite voix au fond de moi qui me disait, allez, vas-y, de toute façon, on fait un examen, c'est pas très, enfin, à consulter, c'est pas,
même si tu es à l'abri de tout ça et que ça t'arrivera pas, va consulter quand même. Donc j'avais quand même une petite voix. Elle a mis du temps à se faire entendre, mais j'avais quand même une petite voix. Et il y Tu a un avais peur de la blouse blanche, Bruno, peut-être? Non, pas forcément, mais toujours cette impression que je vais perdre mon temps, et c'est idiot d'ailleurs, c'est complètement stupide comme impression, je le reconnais, je l'admets. Mais voilà, surveillez aussi votre LDL, votre taux de LDL. Ça, c'est très très important. J'ai appris, quand mon cardiologue m'a dit, il faut que tu viennes avec tes bilans sanguins, j'ai pas compris pourquoi il me demandait ça. D'ailleurs, la première fois, je les avais pas. Et donc, j'ai compris le lien important qu'il y avait entre le LDL, un LDL élevé, donc c'est un facteur de risque. Donc, LDL élevé, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, et puis antécédents familiaux, cigarettes, alcool, toutes ces choses-là, tous ces facteurs qui sont aggravants. Si on a un peu ce tableau, soyez prudents et allez consulter. Aujourd'hui, tu as repris une activité normale. Tu es sur une fonctionnalité cardiaque comme avant. Tu n'as pas de choses particulières. Est-ce que tu vas remettre un petit peu de VMA ou est-ce que tu es là encore peut-être plus à l'écoute de tes sensations en délaissant peut-être le côté performance? Alors, j'étais déjà, je ne sais pas s'il y a un alignement entre mon cerveau et mon cœur. J'étais déjà un peu, ça fait bien longtemps que je fais plus de séances de fractionnés, que je ne fais plus de séances intenses. Peut-être d'ailleurs que ça m'a préservé aussi. Peut-être qu'inconsciemment, quelque chose m'empêchait de le faire. Je sentais bien que j'avais plus trop envie, donc je faisais quasiment plus de séances d'entraînement intenses. Des compétitions, oui, un peu, mais c'est pas forcément c'était pas forcément très violent. Donc j'étais déjà un peu dans cette optique et donc j'y suis encore plus. Je me suis racheté une ceinture cardio et là du coup je cours avec l'œil en permanence ou régulièrement sur la montre pour ne pas dépasser certains stades. Mon cardiologue m'a très vite donné le feu vert pour aller jusqu'à 130 pulsations minutes en fonction de mes données à moi que lui a vu. Hein, c'est pas 130 pour tout le monde. Hein, pour certains, ce sera peut-être 120, pour d'autres 140. Donc j'ai le feu vert jusqu'à 130. Donc voilà, je sais, le médecin qui m'a opéré me l'a dit, qu'il faut entre 3 et 6 mois pour que le stent soit, alors je vais utiliser les mauvais termes, mais accepté, assimilé par l'organisme. Donc voilà, je vais laisser ces 3 à 6 mois se passer. François Carré, dont j'ai parlé tout à l'heure, m'a assuré, lui, qu'il avait des exemples de sportifs de haut niveau chez des paratriathlètes, chez les parasportifs, pardon, qui ont eu des stents de posés et qui ont refait du sport de haut niveau avec du fractionné et des choses intenses. Moi, je pense pas que je referais ça, mais je crois que physiologiquement, au bout de 6 mois, on est en mesure de reprendre le sport progressivement et sur des activités intenses. Il ne faut pas faire une croix là-dessus. Moi, je pense que j'ai fait une croix et je vais la conserver. Mais enfin, après, il faut jamais dire à Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais le message positif, c'est de se dire, voilà, c'est pas la fin du monde. C'est cette pose de stent. Et puis, ça permet derrière d'être protégé. Et pourquoi pas, pour ceux qui sont motivés, de reprendre des activités plus intenses et plus soutenues. La zone à 130, ça correspond à quoi? Une zone d'endurance qui est suffisamment confortable, mais au-delà, on serait sur un régime un peu trop poussé sur le plan cardiaque? En tout cas, pour moi, oui, c'est ça. Moi, quand je suis à 130, je suis vraiment en footing tranquille. Je suis vraiment voilà, en allure tranquille. Je peux dépasser 130. Je ne le fais pas, mais quand je dépasse 130, que je vais à 130, 135, je sens un léger essoufflement, mais c'est vraiment très faible. Avant-hier, j'ai couru avec un ami, on a le même âge. J'étais à 120, il était à 150. Voilà, parce que lui a des pulsations plus élevées. Donc une fois de plus, hein, il me disait d'ailleurs, Bruno, la règle des 140 pulsations, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Regarde, moi je suis à 120, toi t'es à 150, on est tous les deux en train de discuter. C'est bien la preuve que appliquer des chiffres à tout le monde, c'est une erreur. Là, on a vraiment vérifié dans l'instant que ces chiffres ne voulaient rien dire et qu'il fallait toujours rapporter ça à ses capacités physiques à soi. Alors, on y reviendra sur un prochain épisode où on parlera de la course à pied, une comparaison entre 30 ans et 60 ans. Tu as retiré un des piliers. Il n'y a plus la puissance alors. La méthode, elle s'effondre là. C'est ça. Tout reposait sur ce trépied de la performance et là, la puissance n'est plus là. Donc, le trépied est brinque-ballant et il s'effondre un peu. J'ai même enlevé l'endurance aérobie. Donc là, par contre, je pense que je vais avoir une grosse efficience parce que comme je cours quasiment toutes mes séances à la même vitesse, je vais être hyper efficient entre 11 et 12
je vais être hyper efficient. Mais après, je pense que en dessous, ça va être dur et au-dessus, ça va être de plus en plus difficile d'y accéder. Sur le plan alimentaire, est-ce qu'ils t'ont donné des conseils ou est-ce que tu gardes ce que tu fais depuis des années, c'est-à-dire cette connaissance de ce qui est bon pour toi, cette alimentation que tu maîtrises, parce que tu l'as dit, un cholestérol qui est relativement bas, une alimentation, une hygiène de vie qui est saine, ce qui t'a permis d'atteindre ces niveaux de performance sur le plan sportif et de durer. Quand on dit durer, on connaît le sens de cette formule tous les deux, c'est à la fois durer dans l'effort, mais durer également sur les âges et sur les années qui passent. Est-ce que ça t'a préservé? Est-ce que tu as aujourd'hui des règles, du moins que tu appliques au quotidien et qui font que l'hygiène de vie est bonne? Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai donc des médicaments à prendre, au moins pendant les semaines et les mois qui suivent l'opération, puisque ce stent, c'est quand même un objet qui est extérieur au corps. Hein, c'est quelque chose que le corps doit accepter, doit tolérer. Donc, il est important, quand on s'est fait poser un stent, d'avoir un sang qui soit très fluide pour que justement le passage puisse faire facilement. Donc, j'ai un protocole avec de l'acide acétylcyclique, je crois, on dit ça, c'est l'aspirine. Enfin bref, j'ai un fluidifiant sanguin, j'ai un anti-agrégant plaquettaire, donc qui empêche les plaquettes sanguines de s'agréger. Donc, le fluidifiant sanguin, l'anti-agrégant plaquettaire. Et quand on a un stent, même quand, comme moi, on a 0,9 de LDL, ce LDL doit baisser encore à 0,6 voire 0,5. Donc, j'ai un cachet, je prends un médicament pour faire baisser mon taux de cholestérol. Et ça ne me plaît pas du tout d'avoir à ingérer cette chimie parce que, voilà, j'espère que je ne vais pas me mettre tous les médecins à dos, mais pour moi, ça reste quand même de la chimie. C'est comprimé et j'aimerais bien pouvoir m'en passer assez rapidement. J'ai échappé aux bêta-bloquants que mon frère, lui, a eu. Donc là, les bêta-bloquants, c'est encore pire puisque, comme Laurent m'a dit, que ça bloque les battements cardiaques et ça, c'est terrible d'après ce que mon frère me dit. Ça, j'y ai échappé. Mais là où je suis un peu dubitatif, c'est que on m'a dit on va vous donner un médicament pour baisser le cholestérol. Ok, super. Il faut que vous soyez à 0,5 le LDL. Ok, super. Mais on m'a pas demandé ce que je mangeais. Et donc là, j'ai trouvé qu'il y avait un accompagnement qui manquait aussi. Il y avait l'accompagnement sportif qui manquait un peu, mais l'accompagnement nutritionnel, les médecins sont. Alors, je ne leur jette pas la pierre. Hein. Je pense qu'ils ont d'autres préoccupations. La médecine française, elle est comme ça. On va plutôt vous donner un cachet pour vous dire on va vous faire baisser le taux de cholestérol et le taux de cholestérol va baisser, donc le médecin est bon. Voilà, je caricature un peu, mais c'est quand même un peu ça. Donc moi, je ne me contente pas de ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment de me dire que je serai sous cacheton jusqu'à la fin de mes jours. Et je cherche dans l'alimentation des moyens de faire baisser encore ce cholestérol, même s'il est déjà bas. Donc, il y a des aliments, on va pas les détailler peut-être ici, mais par exemple, l'avoine, c'est un pompeur de cholestérol, j'ai appris ça. Il y a des aliments qui peuvent favoriser la baisse du cholestérol. Et c'est vers ça que j'essaye de tendre, vers des solutions naturelles qui ne soient pas chimiques, en me disant que voilà, c'est mon nouveau défi. Peut-être que je peux battre des records de LDL sans avoir affaire à la chimie, aux médicaments, et améliorer encore plus mon alimentation en prenant des oméga 3, en prenant des oméga 6. Bref, essayer d'aller chercher encore des petits détails pour que ce cholestérol baisse le plus possible de manière naturelle, sans avoir affaire à la chimie et aux médicaments. Bon, là, tu peux faire appel à Aude qui va te conseiller et pouvoir te prendre en main sur ce côté nutrition diététique, même si tu es déjà, de par ton expérience, très compétent en la matière. Exactement. On a déjà échangé avec Aude à ce sujet-là et elle m'a donné des conseils précieux. Pour aller chercher justement ces petits détails pour faire baisser encore le cholestérol. J'ai découvert la levure rouge de riz. Alors on dit la levure rouge de riz ou la levure de riz rouge, mais c'est controversé, donc je vais creuser le sujet. Elle aurait des effets bénéfiques, cette levure de riz rouge ou cette levure rouge de riz, sur aussi le LDL, ce fameux ennemi de mon cœur et de nos cœurs à tous d'ailleurs. Donc pour faire la chasse au LDL, il y a des aliments qui ont certaines facultés, certaines propriétés. C'est pas toujours reconnu par tous, mais comme souvent maintenant avec les réseaux sociaux, c'est sujet à discussion. Mais je vais creuser, je vais voir, peut-être tester sur moi si ça a un effet bénéfique. Et en parler avec les professionnels de santé qui m'entourent pour leur faire part un peu de ma démarche et peut-être arrêter
peu plus tôt les médicaments pour essayer de miser sur l'alimentation et sur des choses plus naturelles. Bruno, toi qui es un épicurien, est-ce que tu renonces à la consommation des breuvages que l'on peut trouver dans ta région champenoise? J'ai beaucoup de volonté et beaucoup de motivation, mais là, ça dépasse un peu, ce que je suis en mesure de faire. Donc non, j'ai du mal à résister à une bonne bouteille de Bulle. J'ai vraiment du mal. Après, j'en avais discuté, je crois, dans un autre podcast, je sais plus, qu'on avait fait, je m'en rappelle Sur plus. l'alcool, hein, on en avait Ouais, parlé sur justement. l'alcool, voilà, Ouais. voilà. Donc je vais naturellement, c'est le cas de le dire, vers des vins qui sont sans chimie. Donc je bois plutôt des vins qui sont, en tout cas pour le champagne, qui sont bio, qui sont sans soufre, avec peu de soufre, ou qui sont sans sucre, sans liqueur. Donc je vais pas dire que c'est bien, hein, mais voilà, ces vins-là qui sont plus naturels, qui sont plus expressifs d'ailleurs quand on les boit, sont à mon avis un peu moins nocifs que les autres. Mais voilà, il faut quand même boire avec modération. Et je me réfugie derrière l'excuse des polyphénols qui ont, paraît-il, des effets bénéfiques sur les artères. Donc il paraît qu'un verre de vin rouge, c'est pas forcément une chose qui est nocive. Donc ça, c'est un conseil que j'entends bien et que je conseille d'appliquer. Voilà, ce qui me permet de boire quelques verres de vin rouge de temps en temps sans avoir à culpabiliser. Est-ce qu'en remontant dans ton arbre généalogique, tu as retrouvé ou tu as connaissance sur tes ascendants de problèmes cardiaques qui auraient pu à un moment donné éveiller ta curiosité, te dire il y a peut-être des choses qui ont été révélées ou tu n'en as pas connaissance du tout? Non, pas connaissance du tout. J'étais étonné d'ailleurs de ne pas avoir chez mon père et chez ma mère des facteurs un peu identiques. Je suis quand même allé après 80 ans, donc ça aurait pu ça aurait pu se dérouler, mais peut-être qu'ils étaient euh, pas au stade de l'accident cardiaque, mais peut-être qu'ils avaient eux aussi des artères et des veines qui étaient obstruées. Après, je crois que les générations précédentes avaient une hygiène de vie qui était différente de la nôtre. Ils étaient constamment en mouvement. Les aliments industriels, c'était pas forcément ce qui faisait partie de leur alimentation. Et peut-être qu'ils étaient moins exposés que nous et mes grands-parents encore bien moins. Là, il faut quand même reconnaître que l'alimentation moderne, la vie moderne, elle aide pas à avoir des artères coronaires ou des artères en général en super bon état. Le professeur Carré, donc j'y fais référence encore une fois, affirme que les générations qui viennent verront peut-être leurs enfants disparaître avant eux parce que on est devant une crise terrible de l'alimentation et de l'hygiène de vie et des facteurs de risque auxquels nos enfants sont confrontés. Donc, dans mes parents et grands-parents, non, il y a pas eu de signe qui aurait pu me faire m'alerter sur ça. Et ce côté prévention, est-ce que tu l'as transmis à tes enfants en leur conseillant peut-être d'aller faire ce score calcique pour, même s'ils sont beaucoup plus jeunes, déjà, de voir un petit peu l'état de leurs artères et coronaires? Alors, à mon grand étonnement, alors je ne sais pas s'ils écoutent mes podcasts, mais en tout cas, je leur fais un coucou en passant. À mon grand étonnement, ils ont été très à l'écoute. Et à ma grande surprise, ils sont tous allés voir leur score et leur taux de LDL. Et je pense qu'ils ont été très sensibilisés à ce qui m'est arrivé. Et du coup, effectivement, chacun est allé voir ses taux de LDL. Et je crois qu'ils ont pris conscience que qu'ils étaient à risque de par ce qui m'est arrivé, de par ce qui est arrivé à mon frère. Donc ça les a alertés là-dessus et je pense qu'ils sont attentifs maintenant à toutes ces choses-là. Et j'ai bien évidemment mis en avant l'importance de la prévention, l'importance de l'alimentation, l'importance du quotidien, l'importance de l'activité physique. Et ça m'a permis d'enfoncer un peu le clou, de taper une deuxième fois sur le clou pour être sûr qu'il soit bien enfoncé. Et là, j'avais un peu plus de crédit plutôt que le papa qui dit faut faire du sport parce que lui-même est sportif. Donc ce sera le message. Si je te laisse le mot de la fin pour cette fois-ci pour les auditeurs, la prévention c'est quelque chose d'important et même si on se trouve plutôt en forme, en bonne santé, il y a des marqueurs qu'il faut pas forcément laisser de côté, comme cette alimentation, comme ces indicateurs de graisse et de cholestérol. Donc je te laisse le mot de la fin, Bruno. Oui, écoute, merci Seb. Oui, je crois que ce qui est important de dire, c'est que faut surtout pas se croire à l'abri. Moi, je me pensais vraiment à l'abri et c'était prétentieux et il ne faut pas se croire à l'abri. Le sport protège, c'est certain. Le sport, l'activité physique, c'est le meilleur des médicaments, mais
il ne nous met pas à l'abri des problèmes qu'on pourra avoir, alors sur le plan cardiaque bien entendu, mais sur plein d'autres problèmes. Moi, je fais de la prévention aussi à l'âge que j'ai maintenant sur d'autres facteurs de maladies possibles. Donc, ne jamais se croire à l'abri, essayer de voir si on n'a pas des facteurs de risque, ou si à un moment dans sa vie, on n'a pas eu une hygiène de vie qui n'était pas à la hauteur de celle qu'on a maintenant et dont on pense qu'elle nous met à l'abri. Et puis, ne pas hésiter à aller consulter, à aller voir des médecins et si possible, mais là j'espère que je vais pas choquer et froisser les médecins qui ne sont pas sportifs, si possible des médecins qui sont attentifs à nos pratiques, qui connaissent nos façons de faire du sport et qui auront peut-être plus d'attention sur nos problématiques qui sont différentes des problématiques des gens qui n'ont pas les mêmes pratiques sportives que les nôtres. Est-ce que ça va t'inciter, Bruno, à monter un petit peu plus sur le vélo, où on sait que le cardio monte peut-être un petit peu moins pour des sorties un petit peu plus longues? Est-ce que ça rebat les cartes un petit peu de ta pratique sportive et de ton entraînement? Alors, j'ai constaté sur le vélo, à ma grande surprise, parce que je n'avais jamais mis de cardio sur un vélo, jamais, voilà. Et donc que le cœur pouvait monter forcément dans une côte ou dans un passage un peu difficile. Ce que j'ai constaté par contre, c'est que le cœur redescend très vite. C'est-à-dire que une descente et on perd 20, 30, 40 pulsations, ce qui n'arrive quasiment jamais en course à pied. En course à pied, on s'aperçoit qu'on atteint des taux de fréquence cardiaque qui quasiment ne baissent pas. Enfin, moi, quand je suis à 130, par exemple, dans un footing, il faut que je marche pour redescendre à 120, 125, à 125, 120 et 115. Si je ralentis énormément, je vais peut-être perdre 4 ou 5 pulsations. En vélo, on peut perdre, enfin moi en tout cas, je perds 20 à 30 pulsations juste sur une descente. Donc c'est vraiment la grosse différence que j'ai constatée. Donc je me suis rendu compte que la sollicitation cardiaque était complètement différente entre la course à pied et le vélo. Sur d'autres sports, je ne sais pas, j'ai pas encore testé, mais de toute façon, je crois que la variété des activités physiques, et là je parle comme un vieux sportif, elle est importante parce que les chocs, les impacts sont hyper importants. Et c'est important pour quelqu'un qui avance en âge de faire de la course à pied pour tous les effets bénéfiques qu'elle apporte. Mais la variété, c'est aussi a aussi des effets bénéfiques et intéressants. Donc oui, cultivons la variété des sports, des sports aérobies pour nous, la natation, le ski de fond, le roller, le vélo, la course à pied, tout ça c'est complémentaire et il faut pas se priver. Donc t'es pas resté très très longtemps finalement à côté de tes pompes. Ça a été l'occasion de quelques jours, mais pas plus. C'est ça, je suis resté vraiment très peu de temps à côté de mes pompes et je suis tellement bien dans mes pompes que je voulais pas être à côté de mes pompes trop longtemps. Est-ce que là aujourd'hui ça nécessite à 3 mois, à 6 mois, des visites de contrôle avec, alors pas cette épée de Damoclès, mais des suivis qui vont être peut-être un petit peu plus serrés que ce que tu avais auparavant? Oui, alors je vais pas parler à la place des médecins, mais la mesure du fameux est-ce qu'il y a eu un effet sur la baisse du cholestérol, puisqu'il faut absolument que ce cholestérol soit beaucoup plus bas que la moyenne pour être dans un état de prévention qui soit optimal. Donc régulièrement des prises de sang, je pense, dans un premier temps, et puis des examens cardiaques réguliers jusqu'à ce que les choses reviennent dans un ordre normal. Donc dans les 3 à 6 mois, il y a une surveillance quand même qui est assez importante, en tout cas plus importante qu'elle ne l'est dans une vie normale, sans accident cardiaque. Eh bien, merci Bruno pour cet épisode à cœur ouvert. Tu t'es livré aux auditeurs avec, bien évidemment, comme tu l'as évoqué, ce message de prévention. Faites du sport, mais veillez quand même à votre santé et n'hésitez pas à aller consulter, même quand tout va bien. Ça peut être bien de faire un check-up pour faire un petit bilan et voir si la machine fonctionne bien. C'est ça, n'hésitez pas. Ne vous croyez pas à l'abri et soyez prévoyants. C'est en plus de l'activité physique qui est un médicament, un autre médicament qu'on doit mettre avec soi. Eh bien, merci Bruno et on se retrouve très vite en pleine forme pour un nouvel épisode de l'œil du coach. Avec Bruno, on débat autour de l'entraînement, mais aujourd'hui c'est un épisode un petit peu plus introspectif et personnel, mais qui vous sera d'une grande utilité. Bonne semaine à vous.
Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous! Sports Social Podcast Network, the biggest voices in sport. Let's take a look at some of the lineup. Under the cosh. Anything you do different in management? I'd probably get a better pitching saipan. Let's be having you. I love the fact that he's chosen that moment to go, do you know what? Now I'm going to do it. The England pod. If he plays regular minutes this season for Manchester City, he will re-emerge as one of the best players that we've got. All on Europe's biggest sport podcast network. Find your next favourite sport podcast. Search Sports Social Podcast Network and listen wherever you get your podcasts. Sports Social Podcast Network. Verified comparison at content.sport-social.co.uk/comparison.